Bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être là aujourd'hui pour ce dernier volet du cours sur l'activation photochimique. Donc aujourd'hui encore, on aura deux temps, partie plus court. Je vais vous parler de chimie moléculaire et macromoléculaire un petit peu aussi, et comment la photochimie peut, on va dire, promouvoir un certain nombre d'événements utiles dans ce cadre. Et puis Dario Bassani de l'Université de Bordeaux, lui, va nous parler d'application de la photocatalyse, mais d'application inusuelle, et aussi en quoi la compréhension de mécanismes est très importante. Donc, plus précisément aujourd'hui au menu, je vais vous faire un tour d'horizon finalement des photocatalyseurs, parce que j'ai beaucoup parlé de photocatalyseurs à différents moments, mais juste refaire un petit point sur peut-être ceux qui sont le plus émergents, qui ont le plus émergé, qui reviennent souvent, ou qui vont être de plus en plus utilisés. Je ne parlerai pas de photocatalyse supportée tout simplement parce que le séminaire de Zach Amara a très bien traité ça et a donné des idées. Et puis là aussi, c'est un thème qui est en plein développement, qui mériterait de toute façon d'autres séminaires. Je vais vous parler après de groupes protecteurs qu'on peut photo-cliver, dont on peut se débarrasser par photochimie. Donc, je vais vous parler également un petit peu de photoacide, comment engendrer une entité très acide, un proton, grâce à la photochimie. Et puis un petit peu de photoinitiateur pour la polymérisation, et notamment dans un cadre particulier que vous avez découvert tout à l'heure. Et puis aussi la photoréduction de sels métalliques, alors chose dont on a déjà parlé, mais là avec quelques applications pour la clique et la synthèse de nanoparticules. Je ne parlerai pas des systèmes photochromiques qui auraient pu rentrer tout à fait dans ce cas de ce cours. Enfin, j'aurai un exemple, parce que là aussi, je pense que le séminaire de Rémi Métivier a vraiment très très bien cadré les choses et donné des exemples et toutes les contraintes également de ces systèmes au niveau des propriétés photophysiques. Alors, les photocatalyseurs, jusqu'à présent, ce qu'on a beaucoup vu, et dès le départ, c'est les photocatalyseurs au ruthénium-2, iridium-3, ruthénium-2. Dès ma leçon inaugurale, j'avais présenté le ruthénium-BP, qui a donné beaucoup d'applications, dès les travaux de Jean-Marie Laine à Strasbourg, notamment pour le water splitting. Et puis en chimie organique, les premières applications de la catalyse photoredox a été aussi avec le ruthénium-BP. C'est vraiment quelque chose qui est très très fiable. Les photocatalyseurs à l'iridium-3 eux-mêmes sont particulièrement ont des propriétés très intéressantes, grande stabilité chimique, des temps de vie à l'état excité particulièrement long, un éventail de potentiel redox aux états excités qui est très intéressant, peut être soit très réducteur ou finalement relativement oxydant. Mais évidemment, l'iridium, quand on regarde les ressources en iridium, c'est vraiment très 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 faible. Et donc, ce n'est pas forcément vers ce genre de photocatalyseur qu'on va pouvoir vraiment compter dans le futur. Et donc, des alternatives sont plus que souhaitables. Donc, on a clairement besoin d'alternatives moins chères, plus accessibles. Mais comment fabriquer un photocatalyseur? Donc, il y a énormément maintenant de revues là-dessus, de chapitres de livres. Une qui était assez intéressante, qui est arrivée assez vite, c'était cette revue de McCusker, qui dit vraiment c'est vraiment un roadmap for catalyst design, et qui est assez intéressant, c'est-à-dire quelles propriétés vous voulez, comment vous faites, et surtout comment vous vérifiez que ce que vous avez designé a les bonnes propriétés. Donc ça, c'était particulièrement important. Alors, il se trouve que dans les métaux les plus désirables, qui peut être une alternative clairement, on a le cuivre, certainement le fer, et aussi le cobalt. Alors le cuivre, c'est le plus établi des alternatives, parce qu'en fait, des photocatalyseurs au cuivre, il y en a depuis très longtemps. C'est les travaux de Macmillan, Sauvage, et puis plein d'autres, mais notamment aussi Guillermo Evano et Yann Pellegrin. Donc une très très belle revue qui va revenir 2-3 fois dans le cadre de ce cours ici par Moucheron, Evano et leurs collègues sur la photoactivation des complexes au cuivre. Alors d'une façon générale, il y a eu deux types de complexes. Les bisphénanthrolines, donc des homoleptiques, qui ont été les premiers, et souvent qui ont des propriétés très photoréductrices, ce qui était particulièrement intéressant, mais souvent les temps de vie à l'état excité sont relativement faibles. Enfin bon, 243 nanosecondes étant finalement pas si mal que ça, par exemple, pour celui-là.
Et par contre, on va tout de suite gagner en propriété, en tout cas en stabilité, dès qu'on a des complexes hétéroleptiques en mettant une bisphosphine, tels que ce xanthphos ou d'autres dérivés, qui vont en fait garder la configuration tétraédrique du complexe de cuivre 1. Parce qu'en fait, le problème est le suivant, c'est que quand on irradie ces complexes de cuivre 1, en fait, on a un MLCT, on a un électron transfert du cuivre vers le ligand, qui donne globalement une configuration cuivre 2 au centre donc, métallique, qui lui n'a qu'une envie, c'est de passer en géométrie square planar. Mais s'il fait ça, on a plein de phénomènes de désactivation. Donc l'idée, c'est de garder cette entité le mieux possible et donc d'avoir des ligands qui coordonnent très fort, et ces complexes hétérolytiques permettent de le faire. L'autre avantage aussi, c'est que là, on va complètement changer en fait, les potentiels redox par ce type de ligand. Autant dans le premier cas, généralement, on part du cuivre 1, on fait un état cuivre 1 photoexcité qui va être de très bon donneur d'électrons, et donc on va engendrer du cuivre 2. Mais ici, on arrive à rendre le cuivre 1 excité relativement oxydant pour être réduit, par exemple, par une amine. Et donc, on va engendrer un cuivre 0, ce qui est relativement inhabituel, mais du coup, lui qui va être encore plus réducteur. Donc là, on peut changer le modèle de cycle qu'on peut utiliser. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais globalement, c'est une alternative intéressante. Et comme je vous le dis, cette revue traite de ça très très bien. Pour le fer et le cobalt, il y a eu beaucoup de travaux, mais qui aboutissent tous à la même conclusion. Le challenge, c'est vraiment la durée de vie des états excités, qui sont pour l'instant généralement de l'ordre de la picoseconde. Quelques-uns montent à la nanoseconde, mais c'est très compliqué. Donc on a eu des travaux de Wernmark, qui est cité ici, Berkefeld, Dumur, Xiao, Lalvé en France, Annan au Canada, Zisman, Coleman. C'est quelque chose qui est clairement en plein développement. On avait fait une revue d'ailleurs sur ce sujet en 2020. Mais globalement, il y a encore pas mal de boulot. Évidemment, si on avait à faire des très bons photocatalyseurs au fer, on aura fait on va dire un accomplissement majeur. Sachant quand même que si les ligands eux-mêmes sont très compliqués à faire, il y a toujours après cette balance métal versus ligand. Qu'est-ce qui est finalement le plus coûteux? Qu'est-ce qui est le plus accessible facilement? Et ça, c'est toujours une question qu'il faut se poser. Une autre famille de photocatalyseurs relativement différente et qui ne permet pas réellement de faire la même chose, mais qui s'impose également sur pas mal de choses, et là aussi on pourrait en parler beaucoup plus, ce sont les décatungstats, qui sont en fait ces polyoxométallates, qui sont des dispositifs, des complexes polymétalliques, polyoxygénés, polyanioniques, très connus des inorganiciens, de la chimie inorganique, et en fait qui ont des propriétés photochimiques très intéressantes, et qui pourraient susciter des réactivités intéressantes en chimie organique, mais ça a mis du temps à s'établir. Et un des papiers très annonciateurs de ça, c'était en fait ce papier de Craig Hill dans un Sinlet de 1994, papier finalement qui annonçait qu'on pouvait utiliser ces polyoxométallates photoactivés, et notamment ce décatangstat, pour faire globalement l'activation, la fonctionnalisation CH, c'est-à-dire engendrer des radicaux sur des carbones où on a une très très faible activation, voire pas d'activation. Donc le principe, alors cet article, si vous le regardez, même s'il est dans un papier de chimie inorganique, il est finalement assez complexe et on ne voit pas forcément se dire oh, ça donne des mélanges, c'est assez peu sélectif. Et ça a mis du temps à s'imposer. Et globalement, maintenant, il y a là aussi deux très belles revues. C'est notamment le travaux de Fagnoni et de son groupe en Italie qui ont vraiment, on va dire, assis ce type de complexe pour la photocatalyse. Alors, comment ça se passe? Donc, on part du décatangstat, ici, donc dit tungstène, on l'irradie. Généralement, c'est une irradiation largement inférieure à, vous voyez, le lambda max est à 324 nanomètres. On a une queue jusqu'à 420. J'avoue que j'ai déjà vu des papiers où les gens utilisent vraiment de la LED bleue relativement classique, ça semble encore marcher. On a un état excité qui est pas forcément à une vie très longue, mais qui va évoluer en fait vers dans ce cas-là, un ligand to metal charge transfer. Donc en fait, là, c'est le ligand, c'est-à-dire un O- qui va donner un électron ici au métal, et on va fabriquer un intermédiaire, un état excité qui a un fort caractère O point.
D'accord? Donc très électrophile. Et de là, deux choses. Selon le potentiel du substrat qu'on va en fait faire réagir, on peut avoir carrément capture d'électrons, donc vraiment une réaction de type 7. Et là, on forme le photocatalyseur réduit. Ici, on a globalement, comme je vous dis, oxydé le substrat. Et après, le cycle photocatalytique va en fait fonctionner parce que cette entité-là va redonner un électron et on va réengendrer le photocatalyseur. Sinon, l'autre possibilité, c'est que quand votre substrat est particulièrement dur à oxyder, donc avec des potentiels quand même relativement élevés, on va avoir directement arrachement d'un hydrogène. C'est-à-dire le haut point se comporte réellement comme un radical terbutoxy ou autre. C'est-à-dire il arrache un hydrogène sur votre substrat et en forme un radical R' qui va faire une réaction radicalaire. Et globalement, cet intermédiaire qui est écrit de façon zwitterionique pourrait presque être écrit de façon neutre. Ce complexe va redonner, lui, un hydrogène après au radical. Et donc là, on a un cycle plus de type transfert d'hydrogène. Alors, ce qui est important, quel que soit le mécanisme, et ça on peut toujours le regarder sous différentes formes, c'est qu'on va pouvoir activer différents types de substrats. Mais ce qui caractérise l'activation, c'est que comme on a un radical électrophile qui fait ça, on va activer des liaisons carbone-hydrogène qui sont relativement riches. Donc par exemple, pour faire un radical secondaire, ce radical secondaire va pouvoir s'additionner ici sur ce maléate. Ici, globalement, en alpha de l'azote, ici, ça passe encore, et on va pouvoir faire cette addition. Très facile en alpha d'un oxygène, ici, qui est l'hydrogène, ici, a un fort caractère hydrure. De la même façon, l'hydrogène, ici, attaché à un aldéhyde, a un caractère hydrure relativement important, donc on va pouvoir former les radicales acyles. Ici, le cycle le plus enrichi en électrons, sans surprise, c'est celui-ci. Et donc, on va pouvoir faire toutes ces additions très facilement. Et dans cet article, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait avec la lumière du soleil. Donc, vous pouvez regarder les photos de l'article. Ce sont des fioles, petites vasques qui mettent à la lumière du soleil. Et donc, les temps de réaction ici sont de 2 à 9 jours, c'est-à-dire le temps idéal pour des étudiants qui veulent prendre leur temps. Mais enfin, bon, voilà. Donc, globalement, c'est puissant comme catalyse. Je vous ai montré ça, mais il y a beaucoup d'autres articles. Ce qui est clair, c'est qu'on peut fusionner cette photocatalyse avec la carbonylation. Donc ça a été fait, c'est des travaux qui ont été faits par Fagnoni avec Ion Ryu. On peut faire la dual catalysis, on peut aussi mélanger avec le nickel. Et donc, comme je vous l'ai dit, la lumière solaire peut être utilisée. Autre famille de complexes qui est relativement intéressante parce que généralement ils ont des activités très réductrices relativement fortes et globalement souvent on en met le loading, souvent on en met assez peu. Et il y a eu un certain nombre de travaux sur ce type de complexes, donc qui sont des complexes dinucléaires d'or. On part de ce complexe où on a cette méthylène bisphosphine. Et on fait le complexe binucléaire ici cationique. Alors il peut y avoir différents types d'anions. Et ces complexes-là étaient connus, mais par contre leur propriété, on va dire, de photoréactivité, c'est vraiment Qing-Ming Xie à Hong Kong qui les a découvertes. Il a fait un certain nombre d'articles. Et donc ce qu'il a vu, c'est qu'ils avaient un état excité particulièrement réducteur. Donc moins 1,63, qui permet de réduire différents types d'halogénures, aryl, alkyl. Alors, si on regarde maintenant les cycles proposés, on a deux types. On peut soit avoir, donc on forme cet état excité, soit on a une directe réduction, donc un quench oxydant, et on forme le radical. Et ici, l'or a perdu un électron, donc on forme un complexe OR 1, OR 2. Ce radical peut évoluer, et puis globalement, il va généralement s'oxyder, et donc on va avoir un don d'électrons pour réengendrer le complexe initial. Ou on peut avoir un reductive quench si on a une triéthylamine, enfin une amine tertiaire. Alors cette amine tertiaire, ici, les données ici dans la littérature sont beaucoup moins évidentes. Donc il y a un papier de Scaiano et Barrio, parce que c'est beaucoup Barrio au Canada qui a finalement développé qui a mis en scène ce photocatalyseur. Il semblerait que cet état excité est relativement faiblement oxydant, de l'ordre de 0,6 volts. Donc on est limite pour une amine, mais ça peut passer.
Les gens ont du mal à distinguer, quand ils mettent une amine dans leur milieu réactionnel, ils ont du mal à distinguer si c'est directement par ce chemin-là ou par celui-là. Parce que de toute façon, l'amine peut intervenir aussi ici, donc elle va de toute façon servir comme donneur sacrificiel. Alors peu importe, j'ai envie de dire, parce que globalement, les réactions marchent plutôt bien. Il faut généralement plutôt une LED de type UVA, donc dans les 360, 80. Et donc on va former un radical, par exemple ici, qui est facile à réduire. Il va maintenant, relativement électrophile, il va s'additionner sur une oléfine riche, et puis on forme un radical nucléophile, et ce radical nucléophile s'additionne sur un hétérocycle, donc c'est typiquement une réaction de Minici. Et donc ça c'est un travail de Barrio, donc il a pu diversifier ce genre de réaction qui marche très très bien. Bon, là, le loading n'est pas exceptionnel, mais dans certains cas, il peut vraiment être beaucoup plus bas. Et nous, en fait, on avait montré que ce photocatalyseur, donc en collaboration avec les collègues de Mulhouse, on pouvait faire de la TRP très facilement avec ce photocatalyseur, dans des conditions d'UVA aussi. Donc, on arrive à des polymères avec une relativement faible dispersité. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que ce photocatalyseur s'est montré beaucoup plus rapide que, par exemple, l'iridium PP, qui est lui-même très réducteur, mais donc qui est un petit peu plus lent. Donc, ce type d'approche ici pour la polymérisation ATRP peut être relativement intéressante. Bon, l'étude mécanistique avait établi toutes les étapes, notamment réellement cette étape d'oxydative quench et ainsi de suite. Alors, celui-là, on l'a beaucoup vu. Et j'en ai finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus dessus? Donc c'est ce 4CZ-IPN, alors qui n'a pas du tout été inventé comme pour faire de la photocatalyse, hein, comme je vous avais dit, qui a été en fait proposé par le groupe d'Adachi pour faire des applications au LED. Mais il a une caractéristique très intéressante, c'est que son état triplé est très proche de son état singulé, et donc globalement, on a un rebasculement de l'état triplé qui revient à l'état singulé, donc on a ce qu'on appelle un RISC, c'est-à-dire un reverse ISC. Et donc ça fait en sorte qu'on a une fluorescence et une fluorescence retardée, donc thermally activated delayed fluorescence. Et donc on a très très peu de perte d'énergie avec ce type de photocatalyseur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dû à leur structure chimique, où globalement on a un noyau aromatique ici qui a à la fois des substituants très donneurs, comme ce carbazole, et des substituants attracteurs, on va pouvoir avoir un panel de potentiel d'oxydation et de réduction à l'état excité qui va être relativement étendu. Donc à l'état oxydé, potentiel oxydé, on peut monter jusqu'à 1,30 et quelques ou 1,59. En fait, c'est un potentiel qui a été remis à l'ordre par Jérôme Vazer en Suisse. Mais ce qui caractérise donc cet état excité, c'est qu'il est très long, ça j'en ai déjà parlé. Mais on a aussi l'état excité peut être aussi réducteur, et généralement c'est en dessous de moins 1 volt. Et donc globalement, ça a évidemment suscité pas mal de développement dans ce sens-là, notamment le groupe de Zeitler en Allemagne s'est intéressé à modifier les substituants partant de cette base-là, avec des carbazoles et des nitriles. Est-ce qu'on peut augmenter le potentiel oxydant de l'état excité? Est-ce qu'on peut augmenter le potentiel réducteur à l'état excité? Et donc on va jouer avec le nombre de groupements électrodonneurs ou de groupements électroattracteurs, sachant que la LUMO de ces systèmes est vraiment centrale sur ce noyau aromatique, alors qu'ici, ce sont la HOMO, évidemment, et ici, donc c'est là-dessus qu'on va jouer sur ces HOMO-LUMO. Et ensuite, à l'état excité, on va regarder les propriétés. Donc là aussi, une revue intéressante sur ces photocatalyseurs par Sami Lagdar et Anis Tlili. Sami Lagdar, donc on l'a vu la semaine dernière. Alors, il se trouve que donc, les premières incursions dans la catalyse photoredox, en fait, il y a eu deux groupes. Il y a eu Zhang dans le Nebraska et nous en 2016, pratiquement au même moment. Nous, notamment avec les silicates et notamment pour faire de la vinylation. Et maintenant, c'est un des photocatalyseurs probablement les plus utilisés. Autre avantage, il est très facile à faire par une simple substitution nucléophile aromatique. Il suffit d'avoir du carbazole et le noyau aromatique ici dinitrile avec des groupements partants ici, généralement des fluors. Bon, celui-là coûte un peu plus cher, mais enfin globalement, on peut faire des grammes de produits facilement.
Autre photocatalyseur organique, donc là on est vraiment dans le monde organique, ce sont les acridiniums de Fukusumi, qui ont déjà une histoire assez longue. Fukusumi, en fait, quand vous regardez l'histoire de la photocatalyse, ça a été aussi un des premiers à proposer des réactions de catalyse photoredox avec différents dispositifs. Et ces acridiniums sont particulièrement, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont particulièrement photooxydants à l'état excité, mais durée de vie relativement faible. Et notamment, le problème du catalyseur de Fukusumi, c'est qu'il est très sensible à la dégradation. On peut avoir des additions nucléophiles ou radicalaires sur le noyau aromatique ici. Ce méthyle ici lui-même peut être pris en charge. En fait, c'est un agent de méthylation. Donc, d'où une deuxième génération de photocatalyseurs par David Nicevitz. David Nicevitz, voilà, il est à l'université de North Carolina de Chapel Hill. Et si vous vous souvenez, c'est notamment le fameux Science, donc 2008, qui a lancé la catalyse photoredox. C'était donc Nicevitz et Macmillan. Et donc, il était à l'époque le postdoc chez Macmillan. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ici, on a des potentiels à l'état oxydant qui sont très, très élevés. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi ressemble cet état photoexcité. Globalement, on va avoir dans ce cas-là un don d'électrons de ce noyau aromatique relativement riche vers la partie acridinium. Et donc, on va avoir maintenant une LUMO qui se développe ici sur ce noyau aromatique. Comme vous le voyez, à cause de l'encombrement stérique ici par les terres butiles, est complètement, en fait, dans ce cas-là, complètement perpendiculaire. Et ici, on a la SOMO qui est sur le noyau, on va dire, acridine, et donc qui est là aussi, qu'on voit bien ici par ces calculs. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc les temps de vie à l'état excité sont relativement faibles, mais malgré tout, les réactivités sont très, très, très fiables. On peut... c'est compatible avec, par exemple, la dual catalysis au nickel. Il faut simplement, c'est des travaux qu'on a fait nous récemment, il faut simplement, dans ce cas-là, changer un petit peu les ligands sur le nickel et les rendre plus robustes. Et nous, généralement, on va plutôt passer à des phénanthrolines que des bipyridites. Mais bon, globalement, on a une possibilité d'utiliser ce type de photocatalyseur dans beaucoup de contextes différents. J'avais parlé un petit peu plus de cet état excité des complexes des acridiniums l'année dernière dans le cours 7, parce qu'en fait, ils peuvent eux-mêmes, une fois qu'ils sont réduits, être très très bons photoréducteurs. Et puis, quelque chose qui manquait finalement en catalyseur organique, c'est des très très bons, on va dire, photocatalyseurs organiques, mais réductifs. Et cette phénylphénothiazine, qui a été publiée globalement en 2014 par le groupe de Hawker, a pas mal de propriétés intéressantes. Alors, Hawker, c'est un polymériste, et donc lui, il l'a utilisé pour faire des réactions d'ATRP. Parce que là aussi, donc, ce qui est intéressant, c'est que l'état excité est très très photoréducteur, donc on est en dessous de moins 2 volts, particulièrement intéressant. Et là, avec un loading vraiment très très faible, on arrive à avoir cette polymérisation de façon très très, très efficace. Bon, ça c'est le photocycle de la polymérisation. Dans la même étude, en fait, Hawker a bien montré que ce caractère photoréducteur peut être intéressant aussi pour réduire, par exemple, des différentes halogénures d'aryl, que ce soit des iodures ou des bromures, et même certains chlorures activés peuvent être réduits. Donc l'état excité ici est directement donneur vis-à-vis d'un substrat halogénure. On forme cette paire zwitterionique, et puis dans ce cas-là, on va pouvoir avoir addition d'un radical ici sur le monomère, et puis ensuite, globalement, don d'électrons pour réengendrer le photocatalyseur. Alors, dans la photocatalyse, un pas un petit peu plus important, parce qu'en partant de certain nombre de considérations, c'est d'aller vers une lumière beaucoup moins énergétique, parce que une bonne partie des photocatalyseurs que je vous ai montrés, finalement, ont ce défaut majeur avoir des lambda max quand même bien inférieurs à 400 nanomètres.
et donc plutôt on va dire dans l'UVA. Même si, bon, dans certains cas, des LED bleus, on va dire à 450 peuvent donner des résultats, c'est un petit peu moins prévisible. Et donc globalement, depuis maintenant 5-6 ans, un certain nombre de groupes travaillent sur des photocatalyseurs qui marcheraient donc avec la lumière near infrared. Pour un certain nombre de raisons, l'idée c'est d'avoir une pénétration dans le milieu réactionnel largement supérieure. Et donc, potentiellement de mettre moins de photocatalyseurs. Bon, après, c'est une fenêtre où on peut faire aussi de la photothérapie, donc ça c'est tout un aspect, tout un volet dont je n'ai pas parlé, mais qui est particulièrement intéressant. Et le constat aussi est évident, c'est que quand vous prenez le ruthénium BP à 452 nanomètres, vous faites un premier état S1, mais l'entité réactive, c'est en fait cet état triplé. Et donc on a un ISC qui conduit à l'état triplé, mais qui correspond en fait à un déclin d'énergie. Et donc on perd environ un peu moins de 16,8 kcal par mol entre cet état singulier et triplé. Donc finalement, par certains côtés, on a mis trop d'énergie dans le système, puisque celle-là, on ne la récupère pas réellement, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors que l'idée, avec du développement de ces catalyseurs near infrarouge, et notamment la famille de ces complexes d'osmium 2 est particulièrement intéressante, c'est une fois de plus de revenir directement où on passe d'un état fondamental à un état triplé 1 directement, sans perte d'énergie. Et ici, en fait, l'énergie qu'il vous fournir, c'est 40,8 kcal par mol. Donc vous voyez, on n'est pas si loin que ça des 46. Donc pour avoir quelque chose qui est relativement réactif et faire de la catalyse photoredox. Alors pourquoi l'osmium? Parce que justement, il permet de faire ça. Il va favoriser cette transition singulier à état triplé 1. Ce qui est très important, c'est des ligands terpyridines plutôt que bipyridines. Les terpyridines marchent beaucoup mieux. Ça expliquait très bien dans cet article. Et alors l'avantage aussi, c'est que en fait, on pourrait avoir un état S0, S2 ici, mais en fait avec un coefficient très fort, mais donc avec une assez faible pénétration, alors que là, si on tape donc dans un peu moins de 700 nanomètres, 740 en fait, on va pouvoir avoir une très très grande pénétration. En fait, ils ont fait un petit calcul. En se basant sur cette coefficient d'extinction, cette quantité de matière, une lampe à 740 nanomètres, en fait, on a globalement une pénétration des photons jusqu'à 12 cm, si bien qu'on peut avoir, ça atteint le cœur d'un ballon de 2 litres. Alors que globalement, avec une lumière bleue, on va pénétrer 23 fois moins dans le même milieu réactionnel. Donc clairement, la lumière infrarouge va permettre cette pénétration bien plus importante et de faire de la photochimie, et donc notamment faire des réactions en batch sur assez grosse échelle, chose qu'on ne pouvait absolument pas faire jusqu'à présent avec la photocatalyse que je vous ai présentée. Donc voici les différents photocatalyseurs qui ont été mis au point. Alors il y avait une question aussi, donc terpyridine, que vous avez dit c'est bien mieux que bipyridine. Une question qui est évidente, c'est l'osmium, quid de la toxicité, parce qu'évidemment, l'osmium, l'OS tétraoxyde, lui, est vraiment très toxique. Apparemment, l'osmium 2, ici, aurait pratiquement aucune toxicité. En tout cas, pour l'instant, pas démontrée. Donc, en jouant sur les groupements, ici, on peut sérieusement influencer les propriétés photoréductrice ou photooxydante. Vous voyez qu'on peut arriver à quelque chose au maximum oxydant à 1,24 volts et le plus réducteur, c'est à moins 1,38 volts, ce qui est quand même déjà pas mal pour faire beaucoup de choses. Donc cet article ici, vraiment par Ovi, c'est vraiment très intéressant parce qu'il montre toute la genèse, la conception des catalyseurs. Alors ces photocatalyseurs étaient quand même connus, hein. C'est les propriétés photophysiques de l'osmium, des osmium 2. Il y avait déjà eu des articles, mais rien en photocatalyse organique. Et donc voici par exemple juste un tableau ici qui nous montre toutes les possibilités d'application.
Donc on va pouvoir faire de la polymérisation dans des conditions particulièrement très douces, donc polymérisation cationique. On va faire de la TRP, pouvoir faire du raft. Là vous voyez les dispersités ici sont vraiment très bonnes. Donc tout ça c'est relativement performant. On va pouvoir faire de la 2+2. On peut faire l'addition d'un méthyle ici, parce que globalement, en fait, on va former un radical terbutoxy. Et le radical terbutoxy, en fait, donc ici, on part de ce réactif. Et donc, on a rupture homolytique ou hétérolytique. Oui, d'ailleurs, ça peut être. On peut aussi former. C'est soit homolytique, soit on peut former le HCO- si c'est un quench réducteur. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'on va former ce radical. Et lui, en fait, il va fragmenter en acétone plus méthylpoint. Donc, en fait, ça c'est bien connu. Et donc, ce méthylpoint, en fait, on le retrouve ici, greffé sur notre noyau ici. On peut former de la chlorotrifluorométhylation, on peut avoir des arrangements de Smiles, on peut engendrer de l'oxygène singulé, soit pour oxyder cet acide boronique ou faire cet réarrangement de ce furfurylaldéhyde. On peut faire de la photoclique, je reviendrai un tout petit peu là-dessus, ce qui est assez intéressant parce que globalement, l'idée c'est d'engendrer du cuivre 1 in situ, mais je vais revenir dessus. Si vous regardez cette transformation, on l'a déjà vu en fait la semaine dernière, c'était la réaction de Mélanie Sanford avec le palladium et le ruthénium. Et là, donc, on peut le faire toujours avec du palladium. On passe par le palladium 4 a priori, mais on peut utiliser un sel d'osmium, vous voyez, avec un loading très très faible. Dans ce cas-là, il a fallu quand même accommoder les ligands sur l'osmium, mais on peut faire le même type de produit de CH activation avec un très très bon rendement. Et ici, on peut également engendrer in situ un complexe de cobalt en utilisant cet osmium-là qui permet de faire de la 2+2+2 avec un rendement tout à fait correct. Et puis, on peut faire du Bugward-Hartwild en dual avec l'osmium et le nickel. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est très 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 polyvalent. Donc maintenant, pour la Near Infrared photocatalysis, donc on vient de les voir, ces complexes d'osmium. Et puis, il y a plein d'autres molécules qui sont des bons candidats. Donc, il y a les bridge-éosines, les cyanines. Et puis, ces molécules-là, elles également sont plus, on va dire, dans l'infrarouge que dans le Near Infrared. Très très bonne revue ici par Morgane Cormier et Jean-Philippe Godard. Et puis également une section dans cette revue de Bert Mess qui est très intéressante. Et puis une revue sur les body-P par Vincent Coiffard qui montre aussi que ces complexes-là, enfin ces molécules-là peuvent être prometteuses pour la catalyse Near Infrarouge. Donc celui-là aussi a été bien connu, une longue histoire. Mais en fait, c'est les molécules purement organiques qui retiennent quand même beaucoup l'attention. Alors, notamment les cyanines, donc le groupe de Cormier et Godard ont été globalement finalement les premiers à installer ces cyanines comme photocatalyseurs near infrared vraiment très généraux, que ce soit pour faire de la trifluorométhylation, des cycloadditions, des couplages oxydants, homocouplages oxydants, l'oxydation d'amines, et aussi, de façon très intéressante, la génération d'oxygène singulé. Et donc là, vous voyez les propriétés, ils ont déterminé les états, les propriétés photoredox, les états excités, que ce soit réducteur ou oxydant. Et puis, globalement, une autre famille qui a des propriétés intéressantes, même si parfois les rendements sont un peu moins bons, mais qui est en développement, c'est les squarines, avec un éventail de potentiel qui est un petit peu plus, qui est encore un peu plus large. Donc ça c'est ce papier-là où ils décrivent les squarines. Alors on va quitter un petit peu la photocatalyse. Donc ça c'était l'idée, c'était vraiment de vous montrer ce qu'est photocatalyseur, quels sont les développements. Mais on peut faire aussi de la photochimie, on peut avoir besoin de la photochimie dans des contextes complètement différents. Et notamment par exemple pour des groupements photoprotecteurs. Donc l'idée c'est de
d'avoir un groupement dont l'introduction évidemment est facile, et puis surtout après on peut en disposer facilement juste par une simple irradiation. Donc cette revue ici expose bien le problème. Il y en avait une autre d'ailleurs de Christian Baucher qui était particulièrement intéressante, 2002. Et c'est une phrase de Christian Baucher dans cette revue: les groupes protecteurs sont une nécessité pénible en chimie organique. Et effectivement, malheureusement, on a souvent besoin de groupes protecteurs pour accumuler un certain nombre d'étapes qui ne sont pas compatibles. Et donc l'idée, c'est que si on en a plusieurs, évidemment, l'idéal, c'est de trouver les conditions nécessaires pour que leur déprotection puisse se faire de façon très très spécifique. Et donc c'est ce qu'on appelle un complexe d'orthogonalité. Donc globalement, on va avoir une réaction qui ne permet pas de déprotéger un autre, et ainsi de suite. D'où l'idée d'utiliser des groupements photolabiles, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de réactif, c'est juste le photon. Donc finalement, le photon ici est le meilleur réactif, parce qu'a priori, si vos autres groupements protecteurs ne sont pas photosensibles, c'est très facile. Alors, quel type de famille permet de faire ça? En fait, les premiers papiers datent tous les deux de l'année 1962. Et ce que vous verrez, c'est que ça a attiré pas mal d'esprits majeurs de l'époque. Donc ici, ce groupe anglais là, de Baltrop, qui en fait montre qu'un CBZ, comme ça, peut être, quand il est irradié, finalement permet de libérer la glycine avec formation d'alcool benzylique et de CO2. Donc là, c'est de la photochimie quand même UV. Hein. Mais bon, globalement, cet article était intéressant. Donc le groupe de Barton, visiblement, lui-même avait travaillé sur d'autres groupements, donc, comme l'introduction de son article décrit. Alors c'est des articles vraiment de l'époque, hein, c'est-à-dire très courts, une page à deux, un certain nombre d'exemples, mais finalement derrière, il y a quand même beaucoup de chimie déjà. Et par exemple, c'est l'introduction dans cet article-là de Barton des dérivés des nitro-aromatiques dont on va parler juste après. Et puis aussi, il introduit même une autre type de déprotection par irradiation de certains esters aromatiques. On peut avoir ce clivage qui permet ensuite, après décarbonylation, de former ce radical R', et donc une certaine type de déprotection. Donc ça, c'était, on va dire, un peu l'histoire. Le groupement assez rapidement qui s'est beaucoup imposé, et notamment par ce Chemcom de 1966, donc toujours par Baltrop, c'est en fait tous ces orthonitro-benzyl-esters ici qui, quand on les irradie, en fait, vont engendrer un état triplé ici. Alors cet état triplé, on l'a déjà vu, hein. On l'a vu il y a 2 semaines avec les travaux de Leonori, quand on faisait les ozonolyses de double liaison. C'était en fait cet état triplé d'un groupement nitro qui s'additionnait sur une double liaison. Ici, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un transfert d'hydrogène en 5, donc réactivité qui est très très proche finalement de la Norriche 2. Et donc, on va engendrer un radical ici, qui lui ensuite, dont on peut écrire cette structure limite. Et en fait, globalement, on va évoluer vers cette forme cyclique, qui, comme vous le voyez maintenant, a un site qui ne demande qu'à s'hydrolyser pour relibérer donc l'acide carboxylique qui était là, qui était introduit là, et comme sous-produit en fait cette cétone ou cet aldéhyde d'ailleurs, dépendant des cas. Donc globalement, c'est quelque chose qui est très 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 utilisé. Donc la revue que je vous ai citée avant, ici, en donne un certain nombre d'exemples, mais il y en a d'autres. Et notamment, un des groupements très populaires, c'est ce NVOC, donc ce 6-nitro-vératrol-oxycarbonyl groupe, donc celui-là, avec ces 2 groupements méthoxy, et en fait qui a été introduit par ce JAX en 1970, par le groupe de Paturnik, et avec la collaboration d'ailleurs de Woodward, le prix Nobel de chimie, celui des règles de Woodward, Hoffman, et ainsi de suite. Donc lui est très, très utilisé, et donc ici on a une déprotection, une fois de plus, d'un carbamate pour donner donc, du CO2 et libérer une amine. Les éthers aussi, en fait, sont beaucoup utilisés, toujours le même principe, hein, donc on va former l'état triplé ici, finalement, que je vous ai écrit comme on l'avait déjà vu, transfert d'hydrogène à 5, et puis a priori, on a cette forme cyclique qui évolue pour former un hémiacétal, et puis donc on perd l'alcool, donc on a introduit ce groupement-là, et donc on le libère sous la forme d'un alcool, c'est un alcool, on le libère,
Et donc le sous-produit, c'est cet aldéhyde, ce nitroso-aldéhyde. Le mécanisme a été étudié par Wirtz, dont on va d'ailleurs reparler un petit peu aujourd'hui. Et une application ici différente, parce qu'on peut le faire pour les alcools, mais on peut le faire aussi pour les thiols. Et donc globalement, on peut avoir par exemple ce complexe d'or 1 avec ce bras latéral où il y a cet éther, ce thioéther et ce nitro. Et donc en fait, on met ce complexe en présence de nanorods d'or, protégé par capé par cet ammonium. Et si on irradie, globalement, on a des protections du thiol. En fait, il y a une affinité très forte des thiols pour leur zéro. Et donc, on va habiller les nanorods d'or. Et puis, si on réduit maintenant l'or 1 ici, on va avoir globalement formation d'un atome, c'est-à-dire un atome d'or 0, qui va lui-même s'additionner, se coller à ces nanorods d'or. Et donc, voici d'ailleurs un cliché de microscopie électronique. Donc, vous voyez, en fait, le panel d'application de ce genre de groupement protecteur est très vaste. Je ne vous ai pas montré dans les biomolécules, mais il y a aussi beaucoup d'applications, notamment aussi en chimie des sucres. Et donc, c'est particulièrement utilisé. Le groupe de Ludovic Julien, qui avait donné un séminaire au début, le premier séminaire, utilise beaucoup ce type de groupe aussi. Donc, c'est très classique. Alors, ce qui est intéressant, c'est Christophe Embauché, qui est un photochimiste en Suisse, donc qui a écrit notamment les revues. Lui s'est amusé à avoir des groupements photolabiles, mais orthogonaux. C'est-à-dire ici, jouer sur la longueur d'onde. Par exemple, si vous avez ce diester ici, un avec le NVOC qu'on vient de voir, l'autre avec ce groupement-là, selon l'irradiation, vous pouvez déprotéger soit ici, soit ici. Donc, regardons d'abord au cas qu'on connaît. Globalement, en fait, ici, on va avoir le transfert hydrogène à 5 qui va libérer l'acide carboxylique. Et après, on fait juste le méthylester en utilisant ce TMS-diazométhane, qui est quelque chose qui est très, très connu. Donc 70% et a priori, donc ça n'a pas bougé. Et là, par contre, en irradiant dans l'UV, on va déprotéger ici. Alors en fait, ici, on a c'est Michael Pirung qui avait mis ça au point. C'est globalement un clivage dans ce cas-là hétérolytique, où globalement, on fait à la fois le carboxylate, et puis on fait a priori, donc de ce qu'il écrit, ce carbocation. Donc benzylique. Et ensuite, on a là aussi formation d'un méthylester pour l'acide carboxylique qui est libéré. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que globalement, lui n'est absolument pas touché, parce que vous voyez, les rendements globalement sont bons. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, c'est une réaction qui est particulièrement rapide. Donc, on peut même avoir différents groupes photolabiles sur la même molécule et jouer sur les longueurs d'onde. Maintenant, il y a de plus en plus de possibilités, mais donc c'est quelque chose qui est connu. Alors, une partie de cette littérature, j'ai envie de dire, elle est cachée sous le nom de cage compounds, mais en fait, les biologistes, tous les gens qui sont dans la chemical biology, l'ont vite utilisé sous ce terme de cage, c'est-à-dire globalement, c'est donc dès 1978 dans cet article. Et donc, l'idée, c'est que les composés Kg sont des composés avec des propriétés spécifiques, donc c'est des propriétés généralement biologiques. Et donc, on inactive leurs propriétés simplement en mettant donc, un groupement protecteur. Et généralement, ce groupement protecteur est donc photolabile. Et donc, on va libérer, après une photolyse, on va restaurer les activités. Donc, on cage et on décage à souhait. Et donc là, maintenant, là aussi, il y a des évolutions énormes, parce qu'il y a des évolutions avec de la photochimie à 1 photon, mais aussi à 2 photons. Donc, bon, il y aurait beaucoup à raconter là-dessus. Donc ça, c'est le premier papier, où ici, globalement, il s'est amusé à décager notamment des anions phosphates, des esters phosphates. Et ce que l'on voit, c'est que ça, c'est l'efficacité de la réaction. En fait, globalement, celui-là,
où celui-là vont en fait dégager le phosphate très rapidement, mais celui-là où le nitro est en para, bah, en fait il ne se passe rien. J'ai envie de dire tant mieux parce que ça montre bien que on est bien sur l'explication mécanistique que je vous ai donnée. C'est-à-dire que globalement ici c'est bien le transfert d'hydrogène à 5 qui va aider, qui va conduire à cette libération. Et là où c'était intéressant, c'est que globalement il montre aussi qu'on peut libérer, par exemple dégager l'adénosine triphosphate, mais que celui qui est substitué ici, donc où l'alcool, dans ce cas-là on a ce méthyle en plus, bah, du coup réagit beaucoup plus vite que le substrat primaire. Donc on peut aussi jouer sur ces efficacités en modifiant la substitution ici. Donc ça c'est un des papiers fondateurs, et comme je vous l'ai dit, ça a été suivi par de nombreux autres travaux. Alors, ça va toujours un peu vite. D'autres types de chimie de dérivés avec des groupements photolabiles. Par exemple, on peut avoir des groupements photolabiles basés sur des acylsilanes. C'est des travaux récents d'Armido Studer. Donc l'idée, c'est que c'est une réaction qui était assez connue, enfin qui était développée, c'est que si on irradie un acylsilane, en fait, on va évoluer vers ce type d'acétal mixte. Si on fait ça dans le méthanol. Et comment ça marche? Globalement, on a formation d'un diradical au niveau du carbonyle. Bon, ça, c'est globalement le truc classique. Et ensuite, on pourrait quelque chose comme, on pourrait créer un brook, dans le sens où un silicium va migrer ici sur ce silicium, et donc ça nous crée un carbène, et ce carbène, il va en fait est pigé par le méthanol, et donc on forme ce type de produit. Donc, restait à trouver un groupement silylé qui permettait d'exploiter ça de façon judicieuse. Donc en fait, ils sont arrivés à ce BDIP SCL comme groupement silylé protecteur. Donc l'idée, c'est de l'introduire facilement. Alors pourquoi celui-là marcherait? Parce que globalement, on formerait un éther ici, silylé, classique. On l'irradie, on a le brook plus formation du carbène. Et si on met du méthanol, on forme ces acétals. Qui sont relativement labiles, parce que globalement ça peut se couper, et ça aussi, donc on va libérer l'alcool. Donc la séquence est la suivante, on prend un alcool, on met ce groupement SiCl, on a l'éther correspondant, donc les conditions pour le faire c'est très classique, imidazole dans le diclo, et ensuite on va irradier, donc avec une longueur d'irradiation ici qui est quand même relativement douce, et on va libérer l'alcool. Et ce qui est intéressant, c'est que ce groupement protecteur, un groupement protecteur qu'on a dit doit être intéressant s'il est compatible avec un certain nombre de réactions, parce que s'il est très labile, c'est un problème. Et donc on peut avoir des anions, par exemple, on peut faire une Wittig, il ne bouge pas. On peut faire une hydrogénolyse, il ne bouge pas. Donc vous voyez, donc il est quand même relativement robuste. Et là, ils se sont amusés à mettre en compétition un autre groupement protecteur, donc un méthyléther, un benzyle, un PMB, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le 8B, c'est-à-dire le nôtre, il réagit dans toutes les conditions à 99%, ce qui est normal, ce qui était attendu. Et c'est de voir maintenant quel autre groupement protecteur réagit. Et en fait, ça, quand il réagit, c'est pas bon, parce que ça veut dire que justement, il n'est pas orthogonal. Et donc, ce qu'on voit, c'est que méthyle, les éthers ne bougent pas. Le THP, lui, par contre, est très labile, malgré tout dans ces conditions-là. Donc, lui, il a une certaine faiblesse. Et les éthers TBDMS, TIPS, eux-mêmes sont un petit peu labiles et diphényles un peu moins. Donc là, ceux-là se révèlent quand même un peu défaillants. Et puis, alors il explique cette défaillance des groupements silylés par le fait que comme l'autre réagit et qu'on engendre globalement des espèces de silanols, il pense que les silanols qui sont libérés par cette voie-là viennent interférer avec les groupements silylés ici, sur l'autre substrat, ce qui est possible, parce que le pont siloxane SI ou SI est très favorable à faire, et donc pourquoi pas. Et donc comme vous voyez, après, tout ce qui est ester ne bouge pas, et ainsi de suite. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut utiliser maintenant aussi des groupements photolabiles, mais qui nous permettent, par exemple, de faire du couplage, parce que l'idée c'est de faire, comme vous le savez, faire des couplages biaryles, c'est très intéressant parce que beaucoup de médicaments sont basés là-dessus. La plupart du temps, c'est des couplages de Suzuki et Miura avec palladium et ainsi de suite, qui ont quand même d'autres problèmes. Et donc le groupe de Erdwerk, qui est un groupe plus de chimie médicinale,
s'est intéressé à développer donc, des couplages biaryliques sans métal. Et donc initialement, il avait découvert que si on fait un amide sulfoné de ce type-là, et si on l'irradie, on va avoir le couplage biaryl, autrement dit, on connecte ce carbone-là à ce carbone-là. Mais bon, le constat aussi, c'est qu'on libère du SO2, du formaldéhyde, de l'ammoniac, qui sont quand même des composés qui sont relativement toxiques. Alors le mécanisme proposé d'ailleurs dans cet article de 2018 reste un petit peu étrange parce qu'il exclut une coupure ici N-soufre. Il exclut également un réarrangement de Smiles auquel on aurait pu penser, mais visiblement non. Et donc, a priori, on a un complexe de charge qui s'établirait entre cette aromatique un petit peu électron déficient et cette aromatique. Et ça conduit à cette formation carbone-carbone. Et puis ensuite, on a expulsion donc, du formaldéhyde, du SO2 et du NH3. Donc ça, c'était l'explication. Et là, dans cet article-là, en 2022, ce qu'il veut proposer, c'est vraiment coupler les deux entités aromatiques par un lien ici, facile à disposer et surtout qui va donner des sous-produits beaucoup moins problématiques. Et donc, il a regardé des variations de ce type de substrat en bougeant le Y ici, et puis aussi l'atome ici, central, on va regarder. Donc, par exemple, ça c'est si par rapport au substrat de départ ici, globalement, il manque un carbone, mais en fait, celui-là ne bouge pas. Si on rajoute un carbone, d'ailleurs, de façon intéressante, celui-là réagit un petit peu. Je vais revenir là sur ce cas-là. Mais par exemple, si on rajoute un carbone ici, ça dégrade, donc ça ne va pas dans le bon sens. Ici, si on a supprimé le carbone ici, on a rajouté un ici, ça dégrade. Donc on voit qu'au niveau du lien, on n'a pas tant de flexibilité que ça. Si on remplace le phosphore par d'autres hétéroatomes ou par le silicium, ça ne bouge pas, le carbonyle ne bouge pas. Le phosphore ne marche pas vraiment bien. Donc le seul qui marche, c'est celui-là, et globalement qui suggérerait que peut-être quand justement on élimine, dans ce cas-là, de l'éthylène en fait. Donc il va arriver à une génération de substrats qui marche bien, et c'est en fait cela, globalement, où on a donc un groupement éthyle ici, et du coup directement un soufre, parce que ce qui montre, c'est que si on irradie celui-là, alors par exemple, donc l'idée c'est on clique ce thiol ici sur ce styrène, on forme transitoirement ce dérivé-là, on l'irradie, et donc on forme ce composé biaryl ici avec 54%. Même chose ici, donc d'abord une clique thiol N, on forme ce composé-là, on l'irradie et on va former ce composé de couplage à 60%. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sous-produits qu'il obtient, en fait, c'est de l'éthylène et du soufre, qui sont un petit peu moins, on va dire, problématiques, et il a pu les caractériser, parce que s'il met dans son brut réactionnel soit du brome, en fait, il va former l'éthylène dibromé, ou le soufre ici va réagir avec un grignard pour former ce thioéther. Donc globalement, ces réactifs-là peuvent donner ces couplages assez facilement. Et donc le produit de départ, donc une fois de plus, je le répète, c'est donc une thiol N. Alors, photoacide. Photoacide, c'est à la fois quelque chose, c'est une littérature qui est très, très vaste, mais finalement, trouver des informations, on va dire, très facilement digérables et assez vite digérable et donc restitutable, qu'on peut restituer facilement, c'est assez compliqué. Et notamment, donc l'idée c'est que c'est des molécules qui vont devenir plus acides quand elles absorbent la lumière. Et donc soit on va avoir la lumière, dans ce cas-là, va causer une photodissociation avec la production d'un proton, ou au contraire, la lumière va favoriser une association ou une cyclisation. Et on va là aussi avoir un proton qui est formé. Et donc globalement, il y a deux types de photoacides. Donc les photoacides generators, donc eux, en fait, globalement, généralement, ils ont plutôt une photodissociation irréversible et qui conduit à la formation d'un proton.
ou les photoacides directement, ce qu'on appelle les PAH. Alors eux, en fait, c'est des molécules qui, quand on les irradie, vont avoir un proton acide qui devient, on va dire, presque superacide. Le cas classique, c'est certains phénols. Et évidemment, ça, c'est réversible. Et en fait, on peut calculer les différences de pK entre cet état fondamental et cet état excité en utilisant des cycles thermodynamiques, donc par exemple le cycle de Forster, mais bon, c'est quand même relativement complexe, la chimie physique est assez avancée, et finalement, l'utilisation en synthèse n'est pas si évidente que ça. Donc ceux qui sont beaucoup plus utilisés, finalement, c'est les PAG, et dans différents contextes, alors pour faire la cationnisation polymérique, la photolithographie ou l'impression même 3D, la construction des systèmes microfluidiques, hein, donc l'idée c'est on libère des protons de façon très propre, et puis aussi les revêtements photopolymérisables, et puis donc des applications en synthèse organique, comme je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est quand même assez restreint ce que je vais vous montrer. Non pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais ma section ici est relativement restreinte. Alors les premiers cas, en fait, ça a été de ces formations d'acides, d'acides très forts, ça a été en fait développé par les polyméristes, et notamment par ce groupe de Crivello, pour faire de la polymérisation cationique principalement. Et donc ce qu'il avait montré, c'est que si on irradiait des iodoniums en UV, on va engendrer en fait un sel, un HMX, avec ça c'est les contrions ici, donc vous voyez HBF4, HPF6, HASF6, HSBF6, donc c'est vraiment des acides particulièrement forts, et puis comme sous-produit l'aromatique iodé et ainsi de suite. Et donc le mécanisme qui est proposé, c'est que bon, on va irradier, alors c'est généralement quand même de l'UV ici, on va former un état excité de ce iodonium qui va en fait fragmenter pour donner à la fois un radical cation ici et ce radical aryl. Et l'étape clé, c'est que le radical cation ici va réagir généralement avec le solvant pour capter un hydrogène ici et libérer le solvant sous la forme d'un radical. Et ça va fragmenter encore donc, pour libérer le iodo-arène et le H+. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme qui a été proposé. Et à l'époque, franchement, leur étude mécanistique, un certain nombre de groupes ont travaillé là-dessus. Ils vont tous sur ce schéma-là avec une bonne identification des intermédiaires. Donc a priori, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a un autre chemin où, globalement, le radical cation ici, enfin l'état excité, réagit directement sur le solvant par addition. Et du coup, c'est lui qui va libérer un proton ensuite dans le milieu. On peut faire ça avec des iodoniums, on peut le faire aussi avec des triarylsulfoniums, on peut le faire aussi avec des diazoniums. Les triarylsulfoniums marchent bien. Et par exemple, voici du même groupe, une autre étude où par exemple, tout simplement le triphénylarylsulfonium, si on l'irradie dans l'éthanol, globalement, on va former ces sous-produits ici, qu'on peut expliquer par le mécanisme que je viens de vous faire voir, qui est d'ailleurs écrit ici. Hein. C'est toujours l'étape importante, c'est la réaction de ce radical cation avec le solvant pour former cet intermédiaire protoné qui libère facilement son proton. Et donc là, on va former par exemple du HCl avec un rendement correct, et on peut former aussi du HBF4, HBF6, HPF6. Et ça, c'est intéressant parce que si vous voulez utiliser ces acides, avoir une bouteille, on va dire, par exemple, de HSBF6, c'est pratiquement impossible, c'est très sensible à l'humidité, c'est très instable, alors que là, vous pouvez l'engendrer, on va dire, de façon voulue, relativement proprement, dans des conditions contrôlables. Et donc ça a été utilisé pour la photopolymérisation, une fois de plus, du cyclohexène, oxyde, styrénoxyde, donc ça c'est les oxydes, et le 2-chlorovinyléther. Alors une autre avancée, c'est qu'on sur le même principe ici, donc là on va plutôt avoir une réaction, en fait on est un petit peu sur les systèmes de photoswitch, hein, et donc une électrocyclisation à 6 électrons, donc ici on va avoir ce processus, dans ce cas-là, conrotatoire, et globalement on va former ici, alors ce que vous voyez c'est que dans cette étude,
Ils sont partis de deux substrats qui sont relativement voisins, en tout cas c'est des diaryléthènes, et les substituants sont différents mais vont conduire à deux types de propriétés différentes. Ici on va former cet intermédiaire ici qui va se dissocier et former à la fois cet anion et ce cation qui est en fait un bon donneur de H+. Et ici par contre si on change l'habillage au niveau des cycles ici, on va arriver après électrocyclisation à ce composé-là qui, lui, a cet hydrogène, mais qui n'a absolument pas un caractère de proton, mais au contraire plutôt un caractère d'hydrure. Et donc, si on a un accepteur d'hydrure, on va capter ici l'hydrure et former ce cation. Donc, globalement, on peut avoir un générateur ici de photoacide, mais aussi de photohydrure. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est en train d'émerger, et donc en utilisant tout simplement les règles de Woodward-Hoffmann et ses électrocyclisations. Alors, le groupe de Fagnoni, dont j'ai aussi parlé plusieurs fois, lui a mis au point finalement quelque chose d'assez simple pour engendrer de l'acide méthane sulfonique in situ. Et donc l'idée, c'est de partir de ce type de dérivé diazo, méthylester. Et en fait, quand on l'irradie, on va avoir une coupure ici, pour former un radical aryl. Et évidemment, la driving force, c'est l'élimination de N2. Et on forme maintenant ce radical qui, selon l'atmosphère, a deux types d'évolution. Si on a une atmosphère où il y a de l'argon, on va former cet acide sulfinique. Par contre, s'il y a de l'oxygène, on va évoluer vers l'acide méthane sulfonique. Et globalement, ce qu'il dit aussi, c'est que ce radical ici peut fragmenter pour donner du dioxyde de soufre et un radical méthyle. Donc, alors parce que ça c'est relativement compétitif, en fait cette fragmentation a été calculée, elle est assez facile. Les rendements quantiques de formation d'acide sont assez faibles, mais par contre, donc là aussi ça permet de faire des réactions acido-catalysées de façon très propre, parce que c'est toujours le problème quand on veut faire une réaction catalysée par un acide, c'est quelle source d'acide on met, combien on en met. Quel est l'état de notre acide, parce que les acides sont souvent très hydratés. Donc globalement ici, on se soulage un certain nombre de ces problèmes. Et par exemple, on peut faire des esters avec THP très facilement. Donc ça, c'est l'application de cet article ici. Donc il met ce 1E. Il en met vraiment très peu, hein, comme vous voyez. Et j'ai envie de dire une goutte suffit. Et donc, dans l'acétonitrile, on va former donc, ces composés-là facilement, en un temps également très rapide. Donc, ce principe-là a été utilisé pour beaucoup de réactions acido-catalysées. Donc là, c'est la même chose. Hein. On va former cet ester tétrahydropyranique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans ces conditions-là, il y a un tout petit peu d'acide, mais on n'a pas clivage de l'éther silylé. Hein, donc on a formation de cet ester très bien. Et on va pouvoir faire des dioxolanes ou des aminales ici en bon rendement, donc typiquement aussi la réaction qui est acido-catalysée, ou on va pouvoir faire ces diaryl méthylènes assez facilement en utilisant un aldéhyde et ces indoles. Et là aussi, les rendements sont bons. Donc là, il y a une revue où il décrit ce type de chimie. Donc il en est à un certain nombre de contributions sur le sujet. Et en fait, ce que je n'ai pas montré, c'est que ces composés-là sont relativement faciles à faire, donc peuvent être utilisés relativement facilement. Alors, la dernière partie, globalement, ça va s'intéresser aux photoinitiateurs. Donc, globalement, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de trouver des molécules qui vont créer des entités réactives, donc qui vont former des radicaux, quand on quand on les met sous la lumière. Vous allez me dire, rien de nouveau, on a déjà vu ça plein de fois. Mais là, c'est de pouvoir avoir un radical qui va lui-même déclencher une réaction bien voulue. Alors, il y a deux types de photoinitiateurs. Il y a le type 1 et le type 2. Le premier, globalement, on va avoir un clivage homolytique et on va engendrer deux radicaux. Et généralement, il y en a un des deux qui va promouvoir la réactivité que l'on veut. Alors, c'est clair que tout ça, ça a été beaucoup mis au point dans le cadre de polymérisation radicalaire. Et le type 2, en fait, c'est la photoinitiation en présence d'un donneur d'hydrogène, où donc globalement, on va former un radical, mais il va faire un transfert d'hydrogène à 5
pardon, pas un 5, ça sera intermoléculaire. C'est le radical résultant de ce transfert d'hydrogène qui lui va faire la chimie qu'on veut, mais bon, je vais vous montrer les slides, ça sera plus clair. Donc là, cet ouvrage édité là, par Lalvé et Foissier montre différentes applications de ce principe. Et donc, bon, bah, les photoinitiateurs les plus connus, évidemment, c'est l'AIBN. Alors évidemment, il y a des photoinitiateurs, on va dire, pas très intéressants, c'est le dioxygène ou l'eau oxygénée ou le NO2, qui dans l'atmosphère, avec un rayonnement UV, peuvent vous donner ces ruptures homolytiques. Bon, mais là, globalement, on ne fait pas vraiment de chimie préparative avec ça. Celui qui est probablement le plus connu au niveau de la chimie préparative, en tout cas auquel on peut penser facilement, c'est l'AIBN, qui va nous libérer 2 radicaux de ce type-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il libère du N2. Là, on pourrait se dire que c'est pas forcément. Est-ce qu'on peut exploiter le N2 ? En fait, le N2 peut être exploité comme agent pour la production pour faire des. On va dire modifier la texture et la forme des polymères que l'on va, puisque globalement, ils s'incrustent ça fait des bulles et globalement, ça conditionne le polymère. Alors, le benzoyl peroxyde, c'est aussi un photoinitiateur utilisé aussi pour les polymérisations, mais également, si vous avez une acné, vous allez pouvoir l'utiliser parce que sur la peau, ça engendre des entités radicalaires qui, globalement, vous permettent de vous débarrasser de la bactérie qui crée l'acné. Et puis sinon, ceux qui sont très utilisés comme photoinitiateurs, c'est tous ces composés de type arylcétone, avec quelque chose ici qui facilite cette rupture homolytique, que ce soit des éthers benzoïnes, ça peut être ici avec un acétal, globalement, un OH, une amine, ou aussi un groupement phosphoré. Et donc, globalement, on revient sur la chimie c'est une réaction de Norrish 1, hein, c'est la fragmentation classique qu'on avait vue dans la réaction de Norrish 1. Donc, ça a été beaucoup utilisé en polymérisation. Donc, comme je vous ai dit, ici, ça, c'est les types 2. Donc, dans ce cas-là, on a 2 composantes. On a à la fois une cétone. Et souvent, c'est des cétones qui, elles, du coup, ne font pas le clivage, justement. Hein, le type 1, c'est le clivage. Type 2, il n'y a pas de clivage, mais du coup, elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont faire, en fait, un transfert d'électrons, oxydation de l'amine. Et puis ensuite, on a aussi un transfert de protons. Globalement, on va engendrer ce radical alpha-amino, et c'est lui qui va faire ces polymérisations, et ainsi de suite. Ça, on avait déjà vu ce schéma, notamment avec la chimie de Pett et Hofmann dans le cadre de la photocatalyse. Donc, c'est relativement utilisé, et notamment, c'est utilisé dans un cadre bien particulier. C'est quand vous allez chez le dentiste, vous avez vu que souvent, quand il doit vous mettre un matériau maintenant dans la bouche, il va utiliser des jolis LED bleus. Et les photoinitiateurs pour le traitement dentaire, en fait, c'est un vrai défi parce qu'il y a plusieurs choses à satisfaire. Alors, ceux qui ont été utilisés ou continuent à l'être, parce que c'est difficile d'avoir toutes les informations d'ailleurs, parce qu'il y a évidemment des produits industriels, donc il y a des formulations qui marchent mieux que d'autres, mais c'est soit le type 1, soit le type 2, d'ailleurs parfois c'est mélangé. Donc type 1, c'est beaucoup ce BAPO ici, qui permet d'engendrer jusqu'à 4 radicaux par Norrish 1, donc vous allez avoir une première rupture homolytique. Et puis ensuite, donc un radical une première fois, ça va encore recliver, deuxième radical, troisième, et lui aussi est là. Et donc on a 4 radicaux, et ça va pouvoir, on va dire, déclencher une polymérisation. Et puis l'autre, c'est de type 2, en utilisant la camphorquinone, qui est vraiment l'acétone la plus photoexcitable, la plus largement utilisée, et cette amine ici, qui va être donc donneur d'hydrogène et donc qui va déclencher les polymérisations. Alors, quel genre de polymère ? En fait, on va utiliser ces monomères ici, donc qui vont ensuite vous donner des beaux matériaux pour vos dents. Alors, pourquoi c'est challenge de faire ça ? Tout simplement parce que la polymérisation, elle doit être très efficace, elle doit être très rapide, parce que vous n'allez pas rester pendant des heures chez le dentiste, avec la bouche ouverte et une LED bleue dans la bouche.
Elle doit se faire dans un milieu très oxygéné et elle doit se faire dans un milieu également mouillé. Évidemment, on va éviter, si possible, la toxicité, ce qui est toujours quelque chose qui n'est pas complètement clair, hein, parfois. Et puis aussi l'esthétique, parce que vous ne voulez pas un polymère, un dentat. Enfin, vous pouvez vouloir, on va dire, l'équivalent d'un plombage bleu ou violet, mais ce n'est pas forcément toujours ce que vous voulez. Et notamment, le problème de la comfortquinone, c'est qu'elle a tendance à vous donner une teinte un petit peu jaune au polymère qui est implanté. Par contre, l'avantage, c'est que la lumière ici est très douce, alors qu'ici, la lumière est quand même un petit peu plus brutale. Alors, on peut aussi appliquer ce principe de photosensibilisation et transfert d'électrons pour faire des réductions de sels métalliques. Et notamment, ça a été utilisé par Skyado pour faire des nanoparticules d'or, que ce soit à partir d'or 1 ou d'or 3. Globalement, ici, l'idée, c'est qu'on a ce photoamorceur qu'on va cliver ici, je vous en ai déjà montré, et on va former ce radical cétyle après capture d'un hydrogène. Et ce radical cétyle est très réducteur et va pouvoir réduire l'or 3 en or 2 et puis ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir former des particules d'or, dont la dispersité d'ailleurs est assez faible. Quand on regarde les premiers le principe est joli, mais par contre les nanoparticules d'or, elles, sont quand même des objets assez peu monodisperses. On voit bien, d'après les clichés, qu'il y a pas mal de populations différentes. En 2008, il y a une version améliorée de ce principe. Ici, il va utiliser ce genre d'approche, où globalement, il va utiliser une base au phénone ou des dérivés de thioxanthone, ainsi de suite. Former ce radical cétyle, et c'est lui qui va faire la réduction de l'or, à la fois or 1 et or 3 pour faire les nanos. Et tout l'enjeu ici, parce qu'en fait ça paraît simple comme ça, mais globalement c'est assez compliqué, c'est qu'il faut quand même quelque chose qui sépare à la fois le temps et l'espace, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous hésitez votre photo-initiateur, ce que vous ne voulez pas, c'est que l'état excité de ce photo-initiateur soit quenché directement par les entités métalliques, que ce soit les sels ou d'ailleurs les nanos. Donc, il vous faut quelque chose qui fasse le transfert d'hydrogène très très rapidement. Donc, généralement, on va utiliser des cétones qui ont des états triplés à très très basse énergie. Donc, ils vont arracher très vite l'hydrogène. Une fois que vous avez arraché l'hydrogène, vous avez une entité très réductrice qui va pouvoir faire la réduction. Donc, ça, c'est pour le temps. Et pour l'espace, globalement, on va travailler dans des milieux micellaires où toute la partie organique va être concentrée et de l'autre côté, en phase aqueuse, on aura les sels métalliques. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à faire des nanos de façon assez propre. Et puis globalement, je vous en ai déjà un petit peu parlé, aussi faire de la photoclique, c'est-à-dire réduire in situ du cuivre 2 en cuivre 1 qui va faire la 3+2 de Huisgen. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses. Une fois de plus, je reviens sur cette revue-là de Moucheron et Vanneau qui est très intéressante, ça aussi de Baumann. Et donc, on peut, un des premiers articles, c'est par Yaxi, qui est un polymériste, en utilisant ce cuivre 2, cette triamine ici, pentaméthylée, donc qui va nous permettre de donner ce composé de 3+2 avec des bons rendements, une certaine liberté ici sur le groupement R. Et donc, on a sur les radiations, dont d'électrons de l'amine sur le cuivre 2 pour donner le cuivre 1. On peut aussi faire dans ce cas-là de la polymérisation en prenant ce cuivre 2 et là on irradie avec une lampe xénon. Donc a priori tel que c'est décrit, sur les radiations là aussi on forme bien du cuivre 1. Ce qui est intéressant c'est que ces polymères ont des propriétés mécaniques vraiment intéressantes. Et puis je terminerai, parce que c'est presque l'heure, par de la chimie bordelaise, puisque maintenant ça va être l'heure bordelaise bientôt, avec le groupe de Jean-Marc Vincent, qui est donc un collègue de Dario, et donc il y a plusieurs collègues d'ailleurs de Dario dans cet article, où globalement ils ont mis au point ces complexes de cuivre très intéressants. Donc le nom est un petit peu compliqué, mais en fait l'idée c'est un sel de cuivre 2 ici, avec un anion kétoprophénate. Et donc, quand on irradie, vous reconnaissez cette cétone ici qui va pouvoir, cette base au phénone ici, donc qui est à la fois qui va servir de contruant évidemment du complexe, mais qui va pouvoir faire un don d'électrons pour engendrer in situ un cuivre 1
Et ici, on va avoir une clique assez efficace. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien montré que la clique ici ne marche que quand il y a de la lumière. Hein. Quand il n'y a pas de lumière, il ne se passe rien. Dès qu'on met la lumière, ça marche. On éteint, ça ne marche plus. On rallume, ça marche. De même, ils ont fait des cycles en jouant avec l'atmosphère. Si on a sous argon, on peut avoir globalement la clique qui marche. Dès qu'on met de l'air, c'est-à-dire de l'oxygène, bah, en fait, on tue le cuivre 1, donc il ne se passe rien. Dès qu'on remet de l'argon, ça marche. Donc globalement, tout ça étaye le mécanisme cuivre 2, cuivre 1. Bon, il y a beaucoup plus de choses dans cet article, mais voilà le principe. Donc, on a fait ce tour d'horizon ici sur d'autres applications de la photochimie, assez variées aujourd'hui, donc de polymères, photocliques, nanoparticules, et puis aussi des groupements photoprotecteurs. Avant de conclure complètement sur le cours, bon, moi je pense que vous avez vu on a vu différentes méthodes de synthèse par photochimie. On voit bien que c'est un domaine qui est particulièrement, j'ai envie de dire, en plein développement uniquement parce que une fois que le photon est bien contrôlé, c'est quand même un réactif qui a beaucoup de vertus, avec sans déchets pratiquement, qui n'est pas invasif, mais qu'on peut rendre invasif si on joue avec la source de lumière. Enfin, là, on peut jouer sur les mots, mais aussi surtout qui peut être compatible avec d'autres types qui peut avoir une compatibilité avec de nombreuses fonctions. Et donc, certainement, on va continuer à parler de photochimie dans le cadre de ces cours. Et certainement dès le 14 mai, puisque ça sera donc le colloque qui va arriver, donc sur le transfert électronique. Ça sera dans l'amphi Alvax. Donc les invités, donc Koenig, Burkhard Koenig, Laurence Grimaud, Guillaume Vincent, Early Lu, Thomas Poisson, Erika Benedetti, Armido Studer, Guy Bertrand. Et donc il y aura beaucoup de complexes de transfert électronique, de photochimie, d'électrochimie, de luminescence chirale. Et voilà, et donc ça va durer une journée et pas besoin d'inscription, juste être là. Et globalement, je vais m'arrêter là puisqu'on va bientôt passer au séminaire. Et donc, je vous remercie de votre attention au cours de ces 6 semaines. Mais on a encore un événement important. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ?